Donc, on va aller ouvrir le fichier mmFrameRef, qui est un fichier qui comporte deux surfaces. Et le seul but ici, c'est de maîtriser un petit peu l'usage de l'interface, logiciel, souris, savoir un petit peu comment ça fonctionne. OK? Donc, vous avez votre zone de travail qui apparaît comme le grand espace bleu qui occupe la majorité de l'espace de votre écran. OK? À la gauche, en haut de cette zone de travail-là, vous avez l'arbre de spécification. Specification Tree. OK? Qui peut être comprimé ou ouvert. OK? Donc, la partie set géométrique qui contient mes deux surfaces est ouverte, mais la partie corps principal est fermée. Si je clique sur le plus, ça ouvre la partie corps principal. OK? Donc, on peut toujours rapetisser, agrandir. Et si je me retrouve avec un arbre qui est très long, OK, parce qu'il y a beaucoup de matière dans mon modèle 3D, ben, vous avez toujours dans votre possibilité d'affichage la façon d'aller faire l'expansion, d'ouvrir le premier, deuxième ou tous les niveaux de votre arbre. Tout. Donc là, ça va tout ouvrir les sections qui peuvent être ouvertes. Et une fois que vous avez fait ça, puis que votre arbre mesure 1,5 mm de long, bien, si vous voulez revenir en arrière, bien, vous revenez vers l'arbre et vous faites le réduire tout, puis ça vous ramène là. OK? Donc, vous avez des fonctions rapides pour ça. OK? Maintenant, vous avez au haut de votre écran la barre d'affichage ici qui vous offre certains outils de visualisation. Donc, le premier que vous retrouvez, le troisième icône. Donc, le premier dont je vais vous parler s'appelle Déplacer. Quand vous cliquez avec le bouton de gauche de votre souris sur Déplacer et que vous recliquez avec le bouton de gauche dans le fond bleu, que vous gardez le bouton enfoncé et que vous vous déplacez, ben, vous faites ce qu'on appelle communément un pan. OK? On déplace le contenu de notre modèle à l'écran. OK? Et quand vous relâchez, tout se désactive. Si vous allez chercher la deuxième ou la quatrième option, donc tourner, en cliquant dessus, et en cliquant un point dans la zone bleue, ce que vous allez voir apparaître, c'est un grand cercle avec au milieu trois petites lignes qui représentent le centre de courbure d'une sphère représentée par le cercle. Si vous allez assez loin sur le bord, vous voyez au niveau du curseur qui est la main, une espèce de X là, qui se trouve à être le point d'accrochage que vous avez sur la sphère. Donc, en déplaçant le curseur, vous êtes en train de faire tourner une sphère autour de son centre. Et la sphère est quelque part autour du modèle, donc elle fait tourner le modèle elle aussi. OK? Donc ça me permet de manipuler et de tourner autour du modèle, parce qu'on s'entend là. On fait tourner le modèle, mais en réalité, il y a un système d'axe X, Y, Z là-dessus, puis la pièce, elle reste toujours à la même place par rapport à son système de coordonnées. Donc en réalité, c'est nous autres qui tournons autour du modèle. OK? Virtuellement, c'est nous autres qui tournons autour du modèle. Donc, c'est comme ça qu'on tourne. Maintenant, il va arriver dans certains cas, non, avant ça. Avant ça, on va utiliser les loupes pour agrandir ou rapetisser. OK, donc on a des noms de réduire et d'agrandir, OK? Donc, une fois que j'aurai agrandi, comme ceci, il va arriver que je vais vouloir tourner, comme ceci. Mais que, à un moment donné, ça aille dans tous les sens, ça. Parce que je suis peut-être en train de regarder mon modèle. Ah, je suis en train de le perdre. Fantastique. Donc, je suis peut-être en train de regarder mon modèle comme ça, là, mais il tourne autour du point du coin. Et quand je l'accroche, ben là, pouf, il disparaît de l'écran, là. Donc, il va nous intéresser, dans certains cas, de changer le point de rotation par lequel le modèle tourne. Et pour faire ça, on amène notre curseur dans la zone qui nous intéresse. Ce n'est pas un point précis. Donc si j'avais un point précis, je pourrais le sélectionner. Mais c'est habituellement pas quelque chose qu'on veut si précis que ça. Donc, on amène le curseur là où on veut, disons près de ce coin-là, et je clique avec la roue. OK, si je pousse sur la roue, c'est un bouton, la roue. Ce que ça va faire, c'est que ça va d'abord déplacer le modèle de manière à ce que le point que j'ai cliqué tombe au centre de l'écran. Et si maintenant, je veux tourner, c'est autour de ce point-là que je vais tourner. Donc, je peux changer mon point de rotation comme ça. OK?
Tout le monde a fait ça? Vous amenez, vous pouvez réduire le modèle là, pour le tester différemment. Arrangez-vous pour tout voir. Là. Tournez une première fois pour être capable de prendre n'importe quoi et amenez votre curseur là où vous voulez, appuyez sur la roue, remarquez que l'objet se tasse et que si vous tournez encore, ben vous tournez autour du nouveau point que vous avez sélectionné. Tout le monde a fait ça? Ça marche? OK. Donc là, on a déplacé, on a tourné et on a agrandi ou rapetissé. C'est fantastique, n'est-ce pas? Mais ça va tellement mal. Parce que là, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous êtes obligé d'aller courir sur un icône, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait tellement être le fun de pouvoir dire qu'on va déplacer comme ça, qu'on va tourner comme ça, agrandir, rapetisser, tourner, déplacer, faire ça, sans avoir besoin de courir après des icônes, que ça vaudrait peut-être la peine de l'apprendre. Donc, si vous appuyez sur la roue sans avoir cliqué d'icônes, automatiquement, vous faites un pan. Donc, vous n'avez plus besoin d'icônes. Vous appuyez sur la roue, vous déplacez votre souris, puis vous êtes en train de faire un pan. Pendant que vous faites ça, donc pendant que la roue est enfoncée, si vous enfoncez le bouton de gauche et que vous vous déplacez, bien, vous êtes en train de tourner. OK? Et après avoir tourné, si vous relâchez le bouton de gauche, mais en gardant la roue enfoncée, vous êtes en train d'agrandir ou de rapetisser en montant et en descendant la souris. OK? Donc, vous pouvez tout faire ça avec la souris. Si vous voulez juste agrandir, rapetisser, vous n'avez pas besoin de faire ça lentement comme je l'ai expliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur la roue et faire un clic du bouton de gauche et vous tombez en... Tu sais, parce que tout ce qu'on demande pour le bouton de gauche, c'est d'être enfoncé et de ressortir. Si vous faites un clic, c'est pareil. Puis là, vous êtes capable de faire un zoom. Le bouton de droite marche aussi pour certaines affaires. T'sais, ça fait que si tu veux utiliser le bouton de droite, vas-y, mais je pense qu'il fait... Ouais, il fait les mêmes opérations. Pourquoi on a mis les deux boutons disponibles? Probablement pour une fonctionnalité des opérateurs ou pour les gauchers qui l'utilisent de l'autre bord. Puis qui cliquent peut-être avec un bouton de gauche puis qui préfèrent faire ça avec un bouton de droite. T'sais? Mais... sauf que éventuellement, on va utiliser le bouton de droite pour autre chose. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux avoir de l'information sur cet objet-là, je peux aller sur l'objet, bouton de droite, et je vais avoir un menu contextuel. Alors que si tu vas sur l'objet et tu cliques avec le bouton de gauche, tu sélectionnes. Mais pour les manipulations qu'on vient de faire, la rotation, la translation, le zoom, faire le bouton du milieu plus le bouton de gauche ou le bouton de droite, ça marche dans les deux sens. De façon générale, je dirais que la plupart des gens travaillent avec le bouton de gauche. Parce que, anciennement, quand on travaillait avec CATIA V4, le bouton de gauche, bouton de droite, bouton du milieu, c'était bouton 1, bouton 2, bouton 3. Et quand on voulait faire une rotation, c'était bouton 3 et 2. Donc le bouton de gauche et le bouton du milieu. Alors, quand on est arrivé dans V5, ben, c'est sûr qu'on peut faire bouton du milieu et bouton de droite, mais c'était comme naturel de juste tasser ses doigts d'un bouton et dire c'est bouton 2, bouton 1. C'est pour ça que je te dirais que, en tout cas, les plus vieux usagers vont probablement prendre le bouton du milieu et le bouton de gauche. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre le bouton droit, de faire vos rotations si ça vous tente. Ça marche pareil. Okay? Ce n'est pas une obligation, je checkerai ça dans les examens. Le but, c'est de faire des rotations. Par contre, parce que ça va très bien, ça. Juste cette petite fonctionnalité-là sur une souris, quand vient le temps de manipuler votre modèle 3D, sans avoir besoin d'aller cliquer sur un icône, c'est déjà un gros plus quand vous êtes pour être assis 40 heures par semaine, si ce n'est pas 80 heures par semaine, en avant d'un écran à faire de la modélisation. OK? C'est un gros plus parce que ça vous sauve du temps et ça vous empêche d'aller chercher les boutons et revenir à là-dessus. Il y a bien des logiciels qui n'ont pas ça. OK? Mais, vous avez aussi, dans CATIA, la possibilité de changer certaines options. Je vais revenir là-dessus dans pas longtemps. Mais, quand vous avez des options à toucher, vous allez dans Outils, Options. La première fois, OK? La première fois que vous allez faire n'importe quoi dans CATIA, la première fois que vous le démarrez, la première fois que vous accédez les options,
La première fois que vous allez aller le customiser, la première fois, ça prend un certain temps, il y a des fichiers tampons qui se créent, je ne sais pas trop quoi, c'est long. La deuxième fois, ça sort tout de suite. Donc, même si quand vous lancez Katia, vous démarrez puis ça prend 2 minutes. OK? Vous le crashez. Vous êtes dans un examen, là, vous paniquez, ça va me prendre encore 2 minutes, là, je peux rien faire. La deuxième fois, ça va prendre 30 secondes. C'est la première fois qu'elle est longue. OK? Vous pourriez le fermer puis le repartir, vous verriez déjà que ça va pas mal plus vite que la première fois que vous l'avez parti. OK? Bon. Donc, j'arrive ici dans mes options. Et dans mes options d'affichage, au niveau de... Dans un petit peu. Non, c'est pas vrai. Dans mes options de périphérique et réalité virtuelle. OK? Donc, vous avez ça dans le bloc général ici. 4e option, périphérique et réalité virtuelle. Vous avez tablette comme onglet. Et cette tablette-là vous offre la boîte de navigation. Boîte de navigation, si vous cliquez ça, vous avez ensuite la possibilité de changer la taille de votre boîte. Et vous avez la possibilité de localiser cette boîte-là. Présentement, elle est localisée à droite, mais on ne la voit pas. Je vais cliquer OK. Là, on les voit. Ce que ça fait, votre boîte de navigation, c'est que ça vous donne ces 3 icônes-là. Dans le temps où les écrans étaient plus carrés, disons que ça prenait de la place, puis l'avantage était moins intéressant. Là, avec un écran plus long, bah, c'est pas trop pire, puis ça peut vous donner une option de plus, parce que maintenant, vous amenez votre curseur dans cette boîte-là, et si vous cliquez et vous déplacez votre curseur, vous tournez sur le premier, vous pannez sur le deuxième, et vous zoomez sur le troisième. Donc, si ça vous tente, vous pouvez activer ça aussi. C'est écrit dans le livre. C'est tout écrit dans le livre, ce que je vous dis là. C'est pour ça que, à un moment donné, je me suis tanné. Tu sais, parce que je disais plein de choses comme ça, puis je voyais plein de monde comme vous le faites présentement, là. Prendre des notes. Tu sais, si vous voulez faire ça aussi, il n'y a rien qui vous empêche de faire imprime écran. Vous prenez une shot de même, puis vous allez ouvrir un document Word, puis vous faites CTRL-V. Et vous allez coller votre image dedans. Si vous voulez faire des shots de même pour de la documentation que vous voulez vous faire, ça va vite. Puis vous pouvez vous faire un document Word en même temps qu'un exposé passe, là, si vous n'avez pas une vidéo qui est faite en même temps. Ça vous permet de suivre un petit peu. Puis vous n'êtes pas obligé de prendre en note là, quelle icône et le nom de la commande. Vous avez déjà quelque chose qui est là. Mais c'est que ce que je vous dis là, je le disais tout le temps. Je l'ai écrit. Ça fait que c'est là. C'est pour ça que je vous dis là, que ça peut valoir la peine. Il est rendu où ce bouquin-là? Vous regarderez là, les premiers chapitres, j'ai un chapitre de ces options au début qui couvre justement une couple de niaiseries de même. Donc là, on a fait des rotations, on a fait des translations, on a manipulé de la géométrie qui était déjà en place. OK? Puis c'est important. Au début, vous devez... Tu sais, je peux vous montrer tout de suite comment utiliser le sketcher, mais vous ne saurez pas comment vous déplacer, comment zoomer. Vous allez perdre votre modèle, vous ne saurez pas comment le retrouver. On va commencer par jouer avec le modèle, puis après ça, on va venir au sketcher. OK? Donc là, on le déplace, tout ça. À un moment donné, je fais une manipulation, puis je le perds. Je ne sais plus où est mon modèle. Il est tourné, là, puis il est quelque part, là, puis j'ai beau tourner, puis je ne le retrouve plus, ce modèle-là. Deuxième icône. Centrez tout, ça va vous ramener votre géométrie, peu importe ce qu'il y a dans votre modèle. Ça va vous le ramener à l'écran. Si à un moment donné, vous faites quelque chose comme ça et vous avez une géométrie qui apparaît à peu près de même, ça veut dire que quelque part autour, vous avez peut-être un tout petit point qui a été... Tu sais, vous avez voulu faire un point à 0,02, mais il est sorti à 0,0200. Il est 200 unités plus loin. Il est là, ce point-là, mais vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez fait un autre, vous allez continuer à travailler. Mais vous avez un point qui flotte quelque part, là. Vous allez faire un centre et tout, puis le point, il va apparaître. Mais ça veut dire que le reste de la géométrie va avoir l'air très petit. Pourquoi? Ben parce que le point, il est quelque part dans la périphérie, là, puis il faut le retrouver. OK? Si vous ne le voyez vraiment pas, parce qu'un point, c'est pas très gros, là, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire des rectangles comme ça. Vous allez dans les coins, là, puis vous cliquez dans le vide, puis vous faites une grande sélection, comme ça, vous relâchez. Ça ramasse tout ce qu'il y a là. S'il y a un point quelque part dans cette zone-là, ça va le ramasser. Puis là, vous l'effacez. OK?
Mais là, c'est pas le cas. J'ai ma géométrie ici, je peux revenir. Ça ne me donne pas plein écran. Ça me donne une certaine grosseur, mais je peux repartir de là, faire autre chose. OK? Bon. Donc là, j'ai déplacé ma géométrie, j'ai tourné autour, fait des modifications. Maintenant, quelque chose qui va vous arriver à un moment donné, c'est que vous allez vouloir faire ces opérations-là, puis il ne va rien se passer. Mais ce que vous n'aurez pas remarqué, c'est possiblement que votre géométrie est rendue foncée comme ça. OK, puis là, vous allez essayer de faire une rotation, puis tout au plus, ça va être votre arbre qui va bouger, ou que vous allez déplacer l'arbre comme ça par erreur, puis vous ne saurez plus quoi faire avec. OK? C'est parce que vous pouvez activer soit l'arbre, soit la géométrie. Parce que c'est important aussi d'être capable de travailler sur l'arbre, parce que des fois, cet arbre-là, il est trop gros, prend trop de place. On peut le réduire jusqu'à la limite du lisible. Ou on peut l'agrandir si on n'est pas capable de le lire parce qu'il est trop petit. À la limite, on pourrait le tasser de l'autre bord, mais de façon générale, on aime bien le garder à gauche. Et il va arriver dans certains cas qui sortent de l'écran comme ça, donc vous avez à ce moment-là un ascenseur qui apparaît à côté et qui vous permet de venir passer à travers votre géométrie. OK? Maintenant, si ça s'est produit, que vous pouvez travailler sur votre arbre, c'est parce que vous avez fait quelque chose. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Soit que vous cliquez sur la branche verticale de l'arbre, et remarquez là, quand ça se produit, votre solide ou votre géométrie devient toujours plus ombrée, OK, ou ombragée par rapport à la couleur qu'elle avait avant. Donc, la branche verticale vous permet d'activer votre arbre, ou encore le petit icône XYZ en bas à droite de votre écran. OK? Peut-être l'autre bord. Je ne sais pas si l'avez-vous vu, vous autres, le bouquin? OK. Donc, le petit icône XYZ fait la même affaire. Donc, vous pouvez le faire comme ça. OK? Pour aller chercher votre résolution d'arbre. Bon. Maintenant, je vous parlais d'options tout à l'heure. On va aller voir... Ah mais non, avant ça. On va finir l'interface, puis après ça, on va venir dans les options. Je vous ai sorti cette barre d'icônes-là tout à l'heure pour vous montrer les différentes options qu'on allait manipuler. Je n'ai pas parlé du Fly Mode, je n'ai pas parlé du vue normale, je n'ai pas parlé de tout ça. Là. Ça va probablement aller au prochain cours, mais si vous voulez lire dessus, c'est toujours dans le bouquin. OK, à savoir qu'est-ce que ça implique. Ce que je vais vous montrer par contre, c'est que les icônes apparaissent par défaut dans le cadre du logiciel, mais vous pouvez réorganiser ça, ces barres d'icônes-là. Première des choses, c'est qu'une barre d'icônes est toujours identifiée là, par l'espèce de petit renflement qu'on voit ici ou qu'on voit là. OK? Ou qu'on voit ici. Maintenant, si je veux sortir une barre d'icônes et la rendre mobile, je clique sur cette bosse-là et je tire la barre d'icônes. OK? Si je voulais la remettre en place, je la prends par son cadre et je la remets à sa place. Je peux la prendre d'un côté et la ramener à l'autre et elle va changer d'orientation. OK? Ou je peux la sortir et elle est horizontale, mais je voudrais l'avoir verticale. C'est sûr que je peux la dropper là et la ramener, mais je peux aussi appuyer sur le bouton Shift et ça va changer l'orientation de ma boîte d'icônes. OK? Maintenant, il va arriver dans certains cas que vos boîtes d'icônes vont tout apparaître. Ça dépend de la configuration de base de votre logiciel, là, mais si Katia apparaît sur votre ordinateur à la maison, il n'y aura pas de configuration. Donc, ça se peut très bien que ça se produise. Donc, si vous avez... Attends un peu. On va s'aider un peu. Tiens, on va amener celle-là ici. Ça va faire ce que je veux. Ouais, OK. Bon. Si jamais, parce qu'il y a une certaine largeur à votre écran, puis une certaine hauteur à votre écran, donc si jamais vous avez plus d'icônes que l'espace que vous avez, OK? Il va vous en manquer quelques-uns. Vous allez les chercher, vous ne les trouverez pas. À moins que vous soyez déjà averti du fait que si, puis là, il faut quasiment que j'aille vous le montrer là, à l'écran, ici, là, au bout de ma flèche, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, là.
les deux petits chevrons. OK, ça apparaît, c'est comme deux V de côté, là, les chevrons. OK, donc en haut, les chevrons vont apparaître comme ceci. Et en bas à droite, on va en avoir d'autres comme ça qui apparaissent ici. OK? Dans ma configuration, vous autres, vous ne l'avez peut-être pas parce que vous avez 3 colonnes de large, donc vos icônes un peu partout. Là, moi, j'ai ramené tout le monde à une colonne. C'est pour ça que je sais que j'en ai qui dépassent. Donc, quand vous voyez ça, c'est simplement pour vous dire qu'il y a d'autres icônes là. Il y en a d'autres là-bas. Donc, la façon de les récupérer, c'est simplement de sortir vos barres d'icônes. OK? Puis vous pouvez passer d'une à deux lignes, déplacer votre barre d'icône. Vous pouvez réarranger ça. C'est sûr que quand vous allez loguer sur le... Vous savez, quand vous allez réinitialiser les valeurs par défaut, tout ça, vous allez toujours avoir la configuration de base. Mais vous pouvez décider de réorganiser vos icônes une fois que vous êtes parti, de la façon que vous voulez. Et si vous avez une version de Katia à la maison, de façon générale, vous allez organiser vos icônes, puis ils vont rester tout le temps de même. Vous allez être le seul usager. OK? Donc, ça, on peut faire ça. OK? Dans mes options maintenant, là, on a vu les barres d'icônes, on va avoir des boîtes de dialogue dépendant des opérations, ça va. Si on va voir quelques options, donc outils, options, comme je vous disais tout à l'heure, ben, il y en a un paquet. Là. Tu sais, dans le bouquin, je parle d'un certain nombre de choses, mais les choses peut-être à regarder au début, c'est qu'au niveau de paramètres et mesures, OK, vos unités soient réglées en pouces. OK, ici, on travaille en pouces. Vous l'avez découvert quand vous êtes arrivé à l'ENA à l'automne. On travaille en pouces tout le temps. Si vous avez à travailler en millimètres, vous les réglez par la suite, mais ici, ça va toujours être réglé en pouces. Donc, si vous voulez être cohérent à la maison, ça pourrait être en pouces aussi. Et ce qu'on va aller chercher aussi avec ces unités-là, c'est 4 décimales à ce niveau-ci. Je vais vous montrer tantôt à quoi ça sert. OK? Mais par défaut, c'est 3. On va le mettre à 4 si ce n'est pas le cas. OK? Ensuite de ça, au niveau des connaissances, on va habituellement sélectionner au moins la vue des paramètres avec valeur. Celle-là pourrait être désélectionnée, mais avec valeur devrait être sélectionnée. OK? Pardon? Vous pouvez le laisser garder, mais c'est juste que vous vous assurez d'avoir au moins avec valeur. OK? On s'entend là. Ce que je vous dis là n'est pas nécessairement applicable ici parce que c'est déjà sélectionné. Mais vous pouvez arriver ailleurs où ça ne l'est pas. Donc, de savoir que ça, vous allez en avoir besoin, là, ça peut être bon. OK? Ensuite de ça, dans conception mécanique, comme je vous ai dit tantôt, on va travailler pas mal avec le Sketcher ou l'outil d'esquisse. Donc, le Sketcher, par défaut, quand on va entrer dedans, va me proposer un quadrillage. Ce quadrillage-là est composé de lignes pleines et de lignes pointillées. On définit nos espacements primaires avec la ligne pleine et les graduations avec les pointillés. Ce qui fait que, présentement, j'aurai 1 pouce entre deux lignes pleines et j'aurai donc 1/10 de pouce entre deux lignes pointillées consécutives ou entre la pleine et la pointillée. Donc, j'aurai des espaces de 100 millièmes à chaque fois. Si j'en veux 8 au lieu de 10, je peux régler ça là. Si je veux 5 pouces comme critère, je peux le régler aussi. Si je veux surtout en centimètres, je sais pas moi, je veux 2 cm d'espacement puis 4 graduations pour marcher à coup de demi-centimètre à la fois, je peux tout régler ça là. Mais c'est là que ça se passe. OK? Quand vous allez faire une nouvelle installation d'une version qui arrive comme ça par hasard sur votre machine, la valeur qui va être là va habituellement être 3,937 pouces, qui correspond à 10 cm converti. Fait que ça, c'est important à changer au début parce que vous commencez à dessiner quelque chose puis vous vous fiez sur les lignes puis vous êtes en train de dessiner quasiment 4 pouces à la fois au lieu de dessiner 1 pouce à la fois. OK? Donc, c'est pour ça là, que c'est important de vous assurer que votre esquisse, votre grille d'esquisse est bonne. Et éventuellement, quand on va arriver au dessin, on a les mêmes réglages. OK? Pour une grille, donc 1 pouce, 10 graduations. OK? Bon. Il y a un certain nombre d'options là-dedans qu'on va retoucher.
On ne les verra pas tous tout de suite, là, mais au moins les unités, au moins le nombre de décimales, c'est important d'avoir ça par défaut. Maintenant, une autre petite chose qui peut être intéressante. Quand on a démarré, on est arrivé tout de suite. En fait, je vous ai fait ouvrir un fichier-là qui était donc un 4-part. En ouvrant un 4-part, on est tombé automatiquement sur l'atelier Part Design, qui est l'outil de modélisation solide. OK? Ce qu'on peut vouloir faire de temps en temps, c'est passer de la modélisation solide à l'assemblage, au dessin, aux surfaces, à l'usinage, à la cinématique, au sheet metal, au tolérance géométrique, et ainsi de suite. Ceci, ce n'est pas réglé par défaut. Ceci, ce sont les ateliers privilégiés. Ateliers que vous allez retrouver si vous cliquez sur Démarrer et que vous regardez ici. OK? Mais ces ateliers privilégiés-là, que vous pouvez retrouver dans les différents blocs qu'on a ici, que je vous parlais des 100 ateliers, là, les blocs. C'est ici qu'on a tous les ateliers auxquels on a accès dans le contexte académique. Mais on a choisi une dizaine pour être ici. Si moi, je veux régler ces ateliers-là, ce que je fais, c'est que je vais au-dessus de n'importe quelle icône qui est ici, bouton de droite, personnaliser, en bas. Et en faisant ça, la première fois, c'est long. Ça apparaît. Maintenant, dans cette boîte de sélection, boîte de dialogue personnalisée là, j'ai le menu Démarrer, dans lequel à gauche, j'ai tous les ateliers qui m'intéressent et à droite, j'ai les ateliers que j'ai sélectionnés. Donc, si à ces ateliers-là, j'étais intéressé de rajouter l'atelier Digitized Shape Editor qui est ici, je viendrai le sélectionner et je l'enverrai de ce bord-là. Fermé. Ce qui fait que la prochaine fois que je cliquerai ici, j'aurai Digitize Shape Editor. C'est comme ça qu'on crée nos ateliers. OK? Donc si, après avoir fait l'installation, Katia démarre, que vous cliquez sur ceci et vous avez une belle boîte jaune avec rien dedans, c'est parce que ça n'a pas été fait. Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer le bouton de droite, personnaliser. La deuxième fois, ça va toujours plus vite. Vous choisissez le Part Design, Assembly Design, Shape Design. Il y en a quelques-uns qui vont vous être utiles en commençant. Vous les envoyez de l'autre côté, puis à ce moment-là, ils vous deviennent disponibles tout le temps. OK? Bon. Ça, c'est de la manipulation bête et méchante. On sort de celui-là, puis on part de rien, puis on se fait une pièce. Puis là, aujourd'hui, là, écoutez, il est déjà et demi juste. Donc, mettons que un survol supersonique de Katia en 5 minutes et quart. OK? On va créer un nouveau fichier de type part. OK? Pour faire une pièce 3D, on crée un part. On vous donne cette boîte de dialogue-là où il est fortement recommandé de vous donner déjà un nom à votre pièce. Je vais vous montrer où est-ce que ça sert tout de suite. Donc, j'appelle ça ma première pièce. Et quand je mets mon nom, OK? Théoriquement, on pourrait mettre des espaces, des CCD, des E accent aigu, des E accent grave, des accents circonflexes, tout ce que vous voulez avec. Pratiquement, ici, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on a une interface Windows partout. En industrie, c'est pas tout à fait pareil parce que très souvent, les backups sont sortis sur des machines Unix. Et tous ces caractères-là, le CCD et ainsi de suite, c'est pas reconnu dans la langue Unix. Donc, ça remplace vos caractères par des plus ou moins ou par des symboles tout croche. Donc, c'est votre choix. Mais je vous recommanderais de vous habituer à entrer vos noms soit en utilisant des underscores à la place des espaces. OK? Donc, ça peut devenir ma première pièce comme ça. Ou encore, si vous voulez ça un petit peu plus contracté, une autre façon de faire peut être d'utiliser des majuscules pour commencer des mots et des minuscules pour le reste. Donc, ma première pièce. Et de cette façon-là, vous êtes quand même capable de lire, pas pire. De toute façon, on n'écrit pas un roman. Là. Mais c'est que ça ne met pas d'espace, ça ne met pas de caractère particulier là, qui risquerait de bugger dans un autre
système d'exploitation. OK? Quand vous allez créer votre pièce, ici, assurez-vous de ne pas avoir la conception hybride. Si vous travaillez pour quelqu'un à un moment donné qui vous paye et qui vous dit « moi je la veux », bien vous le prendrez. Mais ici, on n'utilise pas la conception hybride et il y a un certain nombre de places qui n'utilisent pas la conception hybride. Ça se joue au niveau de la structure du fichier. Je vous reviendrai là-dessus à un moment donné, mais de ce que j'ai vu, puis j'en ai pas vraiment vu tant que ça donnait plus de troubles que d'avantages. Donc, on ne l'utilise pas et on fait simplement dire OK, ce qui nous part une nouvelle pièce, comme tantôt. OK? Pour être capable de démarrer, parce que quand vous regardez là, ce qui est disponible dans le modèle, on a un certain nombre d'opérations, mais il y en a un paquet qui ne sont pas là. Ce qui n'est pas là, on appelle ça des dress-up features d'habitude. Donc, des caractéristiques à ajouter, si on peut dire. Ça me prend un solide pour être capable d'utiliser. Tant que je n'ai pas de solide, je ne peux rien faire. Je ne peux pas rajouter un trou si je n'ai pas de matière. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser maintenant. J'ai seulement un certain nombre d'opérations que je peux utiliser et un bon nombre de ces opérations-là vont me demander une esquisse. Donc, on va se faire une esquisse. OK? Puis on va faire ça bête et méchant. Pour faire une esquisse, j'ai toujours besoin d'un appui plan. Ça peut être un plan de référence. On en a 3 à l'écran, le plan XY, le YZ, le ZX. Ou encore, si j'avais déjà un solide comme un bloc qui a 6 faces planes, je pourrais travailler directement sur la face d'un bloc. On va faire ça aussi. Là. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, dans un premier temps, disons que je vais faire simplement quelque chose sur le plan XY. Quand je veux créer une esquisse, ben, j'ai l'outil d'esquisse qui s'appelle Esquisse. Ça me demande de sélectionner un plan. Dans CATIA, vous avez toujours au moins 2 façons de faire la même chose. 2 façons différentes de faire la même chose. Donc, si je veux créer un plan, si je veux sélectionner un plan pour faire une esquisse, je peux cliquer Esquisse et sélectionner un plan, ou je pourrais sélectionner mon plan pour faire mon esquisse. J'ai juste inversé mon ordre, ça marche pareil là. Ou encore, parce que ça peut être pratique dans d'autres options, je vais aller chercher mon plan dans l'arbre et je vais faire mon esquisse. Ou je vais faire mon esquisse en allant chercher mon plan dans l'arbre. Donc, cette fois-ci, j'aurai 4 façons différentes de faire la même chose. OK? Le but, c'est de rentrer dans l'esquisse. Dans l'esquisse, j'ai un système d'axe VH, V pour vertical, H pour horizontal, et je vois quand même les plans. Voici le quadrillage dont je parlais tantôt, avec 1 pouce entre les lignes pleines, 100 millièmes entre les lignes pointillées. Et ce quadrillage-là, dans la barre d'outils d'esquisse, peut être activé ou désactivé. La même chose quand vous allez prendre une opération et que vous allez cliquer un point. Si vous remarquez maintenant les chiffres qui apparaissent à côté de mon curseur, ben, ils évoluent à raison de 100 millièmes à la fois. Pourquoi? Parce que j'ai les points aimantés qui sont activés. Donc, je m'accroche aux points ou aux intersections de ma grille. Si je désactive ça, je peux aller n'importe où. OK? Donc, les outils d'esquisse qu'on a ici, on va en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette barre d'outils-là, mais c'est important de garder un œil dessus et de voir qu'est-ce qu'il y a de sélectionner, désélectionner, ouvert, fermé, parce que des fois, ça va nous jouer des tours. OK? On va supposer maintenant, parce que là, je suis allé simplement chercher un rectangle ici, puis comme je vous ai dit, là, on fait ça vite, je veux juste vous permettre de faire un solide, sortir un dessin, puis peut-être l'imprimer. Donc, j'ai pris mon choix de rectangle, je clique 2 points, ça me fait un rectangle. Je n'ai pas fait attention, je ne parle pas de méthodologie de sketch tout de suite, là, je veux juste que vous dessiniez quelque chose. OK? Je veux mettre des dimensions à cette esquisse-là. J'ai un icône ici qui s'appelle contrainte. OK? Dans la barre d'outils de contrainte. OK? Qui va me permettre de sélectionner 2 lignes et d'avoir une valeur. OK? Donc, clic, 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 ça me donne quelque chose. Ce n'est pas la bonne dimension. Moi, je voulais 4 pouces et demi. Je double-clique là-dessus et je tape 4.5, Enter. Et là, mon rectangle s'est adapté à la longueur que je demandais. Je fais la même chose dans l'autre sens. Clic, clic, clic. J'ai 2.42, 46. Double-clic et je vais avoir 2.3, 7.5. Enter. Donc, mon rectangle vient de s'ajuster. OK? On laisse ça de même.
Là, je viens de créer ce qu'on appelle des contraintes dimensionnelles, parce qu'il y a un chiffre accroché à ça. Contrairement au H qui est ici, au V qui est là, et au H qui est là, qui sont des contraintes géométriques. Contraintes géométriques qui seront l'horizontalité, verticalité, parallélisme, concentricité, ce genre de choses-là. J'ai quelque chose. Je veux en faire un solide. Il faut que je sorte de l'esquisse, et pour sortir de l'esquisse, j'ai besoin de l'icône qui est juste en dessous de l'outil d'esquisse, qui est celui qui s'appelle sortie de l'atelier, qui montre une flèche jaune qui sort d'une boîte. Clic. Là, je retrouve mon esquisse. Je suis revenu dans un environnement 3D et mon esquisse, elle est orangée. Pourquoi? Parce qu'elle est sélectionnée. Si je clique dans le vide, elle redevient blanche parce qu'elle n'est plus sélectionnée. Le orange signifie que c'est sélectionné dans CATIA. OK? Ce que je voudrais faire avec cette esquisse-là, c'est une espèce de plaque. Donc, je vais aller chercher ma fonction d'extrusion, qui se présente comme une espèce de colonne qui sort d'une boîte. Je clique là-dessus. Il m'apparaît une boîte de dialogue où on me demande d'abord de sélectionner un profil ou une surface. Donc, je viens sélectionner mon esquisse. Il la reconnaît et il m'offre déjà une image en fonction de ce qu'il y a dans la boîte de dialogue. Ce qu'on retrouve, c'est une longueur de 0.7874 pouces, qui correspond à 10 mm, que je veux changer pour 0.5. Donc, 0.5. Et si je fais OK, ben, je peux demander un aperçu, ce qui va me montrer ce à quoi ma plaque va avoir l'air. Et par la suite, je fais OK pour confirmer ma plaque. OK? Je veux faire une petite cavité dans ma plaque. Donc, je vais me faire une nouvelle esquisse. Je veux que ma cavité soit sur le dessus de ma plaque, donc je vais créer une esquisse en sélectionnant la face supérieure de ce bloc-là. Et cette fois-ci, je vais aller cliquer en dessous du rectangle pour aller chercher des options, parce qu'à chaque fois que j'ai un petit triangle noir comme ça, ça veut dire qu'il y a des options de cacher, donc j'en ai un certain nombre. Et je vais prendre le trou oblong, ou le contour oblong qui est ici. Donc, contour oblong me demande de sélectionner 2 points pour centrer les parties courbes du contour et un troisième point pour donner sa dimension. Donc, je fais ça comme ceci. Je ressors de mon esquisse et cette fois-ci, je prends l'option en dessous qui s'appelle poche, où je n'entrerai pas pour 1,5 pouce, mais je vais entrer, disons, pour 100 millième, 0.1. Et je viens de faire une cavité dans mon bloc. D'accord? On va dire que ça s'arrête là pour la modélisation. Je veux faire un dessin. J'ai donc besoin d'un CAD drawing. Je viens créer un nouveau fichier et je vais choisir un nouveau drawing. OK. Il m'apparaît une boîte de dialogue dans laquelle on me demande le type de standard que je vais utiliser, donc du ASME. NAR20, OK, c'est correct. Style de feuille AANSI, donc une feuille 8,5 par 11 qu'on connaît. OK, j'accepte ça tel quel. On ne se casse pas la tête pour tout de suite, là, j'accepte ça tel quel. Et j'ai une feuille de papier. J'ai donc, si j'utilise fenêtre et mosaïque verticale, ben, 2 fichiers d'ouvert disponibles à l'écran. Le 3D d'un côté, le 2D à travers le dessin de l'autre. Quand je clique dans une fenêtre ou dans l'autre, ben, je vais chercher les outils de l'atelier correspondant. Donc, présentement, c'est ma fenêtre qui est sélectionnée. C'est l'atelier de drafting qui est disponible. Alors que si je clique dans la fenêtre de Part Design, ben, c'est l'atelier de Part Design qui est disponible. Je clique dans la fenêtre et je veux sortir une vue de dessus, une vue de face et une isométrique de cette pièce-là. Donc, j'ai une boîte de dialogue ici. J'ai une barre d'icônes que je peux sortir qui s'appelle Vue et la première vue en haut s'appelle Vue de face. Sauf que sous Vue de face, j'ai un paquet de petits copains. En cliquant sur Vue de face, il m'est demandé d'aller dans la partie 3D et de sélectionner la face que je veux comme vue de face. Donc la face devrait, disons, être ceci.
Et ma vue de face apparaît comme ça à l'écran. Je pourrais décider de la faire pivoter d'un sens ou dans l'autre. La pivoter à raison de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre aussi. Si je pivote suffisamment longtemps, je reviens où j'étais. Et finalement, quand je suis content, soit que je clique dans la zone blanche ou que je clique sur le point bleu au milieu. Et je viens d'obtenir ma vue de face avec un nom pour la vue. On vous a montré que dans les dessins que vous avez utilisés à la dernière session, à part des sections, des coupes, des vues, des choses du genre, il n'y a pas de nom à une vue orthogonale, donc ce nom-là, on le fait sauter. OK? Maintenant, ça, c'était ma vue obtenue à partir du 3D. Je veux maintenant obtenir une vue de dessus de cette pièce-là. Et je vais l'obtenir non pas du 3D, mais je vais l'obtenir du dessin 2D que j'ai déjà commencé pour garder l'alignement, tout ça. Donc, j'ai l'outil ici qui s'appelle Vue projetée, qui va simplement me demander de déplacer mon curseur du côté où je veux projeter ma vue. Et quand je vais être content, je clique et j'ai ma vue. Et là encore, j'efface le nom parce que je n'ai pas de nom à une vue orthogonale. Si, parce que là, mes deux vues sont liées, si je décide de tasser une vue, celle-ci, je peux seulement monter et descendre parce qu'elle est accrochée à celle-ci, elle est toujours alignée. Mais si je tasse celle-ci, par contre, je tasse les deux. Il y a un lien entre les vues. Je garde l'intelligence. Puis si j'avais 3 vues, ce serait pareil. Si j'en ai 50, c'est pareil. OK? Non, 50, ce serait difficile, mais en tout cas, disons que j'ai des sections et des choses du genre. Je vais avoir un isométrique. Bon, pour faire l'isométrique, j'ai un outil qui s'appelle Vue isométrique qui me permet de venir dans l'espace 3D et de cliquer sur la pièce. Ça va me donner exactement ce que je vois. Donc, si je clique là-dessus, c'est ce que j'obtiens. Ça, ce n'est pas une vue isométrique. On devrait vous avoir expliqué, quelque part, qu'une vue isométrique se caractérise par une verticale, une ligne comme ça qui s'en va à 30 degrés de l'horizontale, une autre ligne comme ça à 30 degrés de l'horizontale, puis on bâtit en fonction de ça. Vous avez vu les concepts isométriques un jour? Bon. On ne vous demandera pas toujours de faire une isométrique parfaite quand vous faites une représentation comme ça. Le but, c'est d'être capable de voir en 3D sur une feuille de papier ce à quoi la pièce a l'air. Ça pourrait être bon. Je veux faire une vue isométrique de ça, je reviens ici, je clique sur ma fonction, je clique sur ma pièce, ça me donnerait ceci. OK? Ce qui serait correct. Mais, si je veux une vraie isométrique, dans mon interface 3D, j'ai cette fonction-là qui me dit vue isométrique. Et là, si je clique dessus, on vient de pivoter de sens, par contre, mais ici, j'ai les 30 degrés dont je vous parlais tantôt, et ça, ce serait la vraie vue isométrique que le 3D génère. On s'entend que ça se ressemble. Une ou l'autre serait aussi bonne pour comprendre la forme de la pièce. OK? Dans le cas d'une vue isométrique, parce que ça peut porter à confusion avec une vue auxiliaire dans certains cas, on va habituellement identifier le nom de la vue. Et quand vous donnez un nom à une vue, ben, ça veut dire qu'on prend son texte et qu'on augmente sa hauteur à 1/4 de pouce pour qu'il se détache bien du reste de ce qu'on veut mettre dans la feuille. OK? Si, après avoir sorti vos vues, vous réalisez que c'est peut-être gros un petit peu, peut-être ma vue isométrique, je pourrais réduire à moitié. Ce serait pas si mal, parce que par défaut, c'est du 1 pour 1. Vous allez sur le cadre de votre vue, le pointillé, bouton de droite pour le menu contextuel, propriétés, et vous avez un onglet qui s'appelle Vue dans lequel vous avez l'échelle que vous pouvez mettre à 1/2. Et vous retrouvez quelque chose comme ceci maintenant. Si vous voulez identifier ce dessin-là que vous venez de compléter, vous avez un petit T ici, texte, qui vous demande de sélectionner un point et de taper votre nom dans la boîte qui apparaît à l'écran. Si ce texte-là est trop petit, rien ne vous empêche de l'agrandir. Et quand tout ça est fait, fichier imprimé,
Nous sommes dans le local A162, donc on a ça ici. Je vais vouloir ajuster à la page, mais je vais vouloir aussi faire une rotation de 90 degrés pour utiliser le plus grand de ma feuille. Un aperçu me montre un petit peu ça à quoi ça a l'air. Ça fait mon bonheur. OK. OK. Ça devrait prendre quelques secondes. Ça se réchauffe et ça part. Facile, n'est-ce pas? OK. Donc, ce que je fais, je sauvegarde ces fichiers-là, parce que là, quand va venir le temps de sauvegarder, vous allez venir faire Fichier enregistrer. Remarquez, attendez un peu, on va aller dans le modèle 3D, parce que là, présentement, je suis dans le modèle de dessin. Je vais aller dans le 3D. Vous vous rappelez qu'au début, j'ai appelé ça ma première pièce. Ça apparaît en haut de l'arbre. Remarquez aussi que quand je vais venir sauvegarder ma pièce, la première fois, ben, on va me proposer de l'enregistrer sous ma première pièce. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le nommer tout de suite au début dans la boîte, parce que vous allez tout de suite avoir votre arbre, et éventuellement, ça va être le nom qui va être donné à votre fichier. Donc, je le sauvegarde dans, disons, le bureau. OK? Bon. Ce message-là, vous risquez de l'avoir à quelques reprises. Je veux que vous compreniez ce qui se passe. Il n'y a rien qui va vous mordre, là, OK? On vous dit, ma première pièce est pointée par des documents ouverts dans la session. L'enregistrement sous un autre nom va les faire pointer vers le nouveau document. Sauvegardez ces documents si vous voulez conserver ces liens. Bon. J'ai commencé un dessin 2D. Il n'est pas sauvegardé, ce dessin-là encore. Le 3D non plus n'est pas sauvegardé. Là, ce qui va arriver, c'est que je sauvegarde mon 3D. Ce fichier-là va se mettre à pointer vers ma première pièce .catpart. Si je viens maintenant ici enregistrer mon dessin sur le bureau et que j'appelle ça ma première pièce, ce que je suis en train de sauvegarder, c'est un fichier CAD-Drawing qui va maintenant avoir un lien vers ma première pièce .catpart. Il peut se produire éventuellement que vous ayez ouvert un assemblage avec des pièces. Puis pour vérifier quelque chose dans votre assemblage, vous allez dans une pièce et vous allez vouloir, je sais pas moi, vous allez vouloir ouvrir l'esquisse pour voir comment c'était fait, là. Pardon. Vous allez vouloir ouvrir l'esquisse comme ça et vous allez la refermer. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, mais en faisant ça, Katia réalise que vous avez touché à votre pièce. Vous allez vouloir sauvegarder votre assemblage. Il va vous dire, hop, minute, tu as des fichiers qui ont été modifiés. Je sauve tout ça pareil. Puis, ce sera peut-être une bonne idée de sauvegarder tes fichiers pareil. Utilise gestion des enregistrements pour faire ça. OK? Donc, dans ce contexte-là, il est important, puis je vous garoche tout ça au début, là, je sais pertinemment là, que par le moment où vous allez en avoir besoin, vous vous rappellerez probablement pas tous les détails. Mais si vous vous rappelez juste que je vous ai parlé de quelque chose, ça sera déjà pas pire parce que vous pourrez me dire, il y a quelque chose que tu avais dit là, par rapport aux assemblages, c'était quoi là? Vous créez des liens constamment de vos fichiers. OK? On a sorti un dessin à partir du 3D. Ces trois vues-là créent un lien vers le CAD-Part. Quand vous allez avoir à travailler des noms de fichiers parce que vous vous rendez compte que vous avez fait une faute d'orthographe, vous voulez renommer tout ça, vous faites ça via une fonction ici qui s'appelle gestion des enregistrements. Parce que gestion des enregistrements vous montre ce qui est ouvert à l'écran. OK? Et là, si au lieu d'avoir ma première pièce comme CAD-Part et ma première pièce comme CAD-Drawing, vous vouliez utiliser ma première expérience, bien, en faisant ça et en sauvegardant, bien, le CAD-Drawing qui est ici va savoir maintenant que, oups, c'est sur ma première expérience qu'on connecte. Et à l'envers, si je m'en viens ici et que j'enregistre sous ma première expérience aussi,
Le CatPart va savoir que ces fichiers, ces liens sont dirigés vers ma première expérience. Si vous faites ça dans CATIA, il n'y a pas de problème. Si vous fermez de CATIA, vous sortez de là, vous allez dans Word, pas dans Word, mais vous allez dans Windows, puis vous ouvrez un explorateur, puis vous commencez à changer vos noms. Oubliez ça. Vous allez ouvrir le dessin, il va chercher le 3D, vous allez ouvrir le 3D, il va chercher le dessin, vous allez faire une modification dans le dessin, ça n'apparaîtra jamais dans le 2D. Vous allez avoir des messages d'erreur, vous allez avoir tout étant. Et là, comment vous l'avez appelé? Puis, y avait-tu un E, y avait-tu un S, y avait-tu un... Habituez-vous à faire ce genre de jeu-là dans CATIA. Ça va vous sauver bien des troubles. Et c'est surtout qu'en faisant OK maintenant, le travail est bien fait, c'est sauvegardé. Je peux fermer tout ça. Je peux arriver et avant de fermer mon enregistrement, dire que je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, quand vous allez faire cette niaiserie-là dans un examen, puis que vous allez dire, ça marche plus, je vous l'avais dit pourtant, puis je vous l'ai même enregistré. Donc, je pourrais vous ressortir cette vidéo-là, puis vous dire, si vous l'aviez écouté une deuxième fois, peut-être que vous vous rappelleriez de ça. C'est à ça qui servent les vidéos aussi. Bonne semaine!